Salut Serge, c'est Hubert. J'ai 4 questions pour toi. Voici ma première question. C'est le destin de chacun de quitter ce corps physique un jour et prendre un autre chemin. Mais comment peut-on définir cet autre chemin? Comment définir cet autre chemin? Bon, c'est relativement simple, c'est plus difficile à expliquer, hein, comme bien souvent en ésotérisme et encore plus en psychologie ésotérique, c'est bien plus difficile à expliquer qu'à comprendre. En fait, que vivons-nous sur Terre? Quel est notre chemin terrestre? C'est le chemin, nous le découvrons au fur et à mesure que nous le vivons. C'est-à-dire que il nous arrive des événements, nous rencontrons des personnes, nous sommes transformés par ces événements et par ces personnes, donc quelque part nous sommes en construction permanente. On ne peut pas dire qu'il y a un être qui arrive, qu'il est déjà ceci ou cela, et qui après va être confronté à son vécu. Non, c'est le vécu qui façonne l'identité et ce qui deviendra plus tard l'individualité. Au départ, on a une personnalité. Cette personnalité va réagir plus ou moins bien à ce qu'elle va vivre. Elle va y être confrontée à certains événements, à certains problèmes, certains drames, pourquoi pas. Bon, on sait que la vie, il y a des hauts et des bas, mais on va dire que pendant qu'elle est sur Terre, elle va tracer une voie, elle va tracer un chemin, et ce chemin sera en fonction de l'identité qui va prévaloir à la fin. C'est-à-dire que cette personne qui naît, cet enfant qui naît, qui est, on va dire, une reproduction du papa et maman, hein, parce que c'est un petit peu l'état d'esprit qui est prêté au départ, hein, c'est comme un prêt bancaire, après il va falloir le rembourser et se créer sa propre entreprise. Bon, ben là c'est pareil, au départ il y a le prêt bancaire de maman, on va dire, surtout ouais, papa, mais aussi surtout maman, et donc on commence à grandir, on commence à recevoir une éducation, on rencontre des gens, ces gens et ces événements que nous vivons nous façonnent. Donc on va dire qu'à la fin de notre vie, c'est au moment où nous allons mourir, soi-disant, ou quitter notre corps, c'est à ce moment-là que nous sommes devenus quelqu'un, on va dire. Donc comme nous sommes devenus quelqu'un, eh bien à ce moment-là, on va continuer tout simplement de l'autre côté, tout naturellement. Que sommes-nous devenus? Est-ce que nous sommes devenus une personne qui s'intéresse aux autres? Eh bien on continuera de l'autre côté. Est-ce qu'on aime enseigner? On continuera de l'autre côté. Est-ce qu'on aime l'art, la culture? Nous continuerons de l'autre côté. Quelle que soit la façon dont nous serons façonnés, quel que soit ce que nous allons devenir en fin de compte et à la fin d'une incarnation, nous allons continuer ce quelque chose de l'autre côté. Qui nous sommes devenus, nous le resterons, nous le deviendrons encore plus et nous continuerons sur cette lancée et on va dire pour l'éternité. Voilà. Voici ma deuxième question. En général, l'arrivée d'une fin de vie angoisse, effraie, fait peur. Mais quel est le message quand cette peur n'est pas présente? Eh bien, le message, quand cette peur n'existe pas, n'est pas présente, je dirais que la personne déjà dans un premier moment, parce que la peur psychologique de la mort découle à deux polarités. Hein. La peur psychologique de la mort vient premièrement du changement, et là c'est purement psychologique, et de la peur de ce quelque chose qui va nous faire transiter, qui va nous faire passer d'un état à l'autre ou mourir. Autrement dit, est-ce que je vais mourir tranquillement dans mon lit, je m'endors, je ne me réveille plus, ou est-ce que je vais souffrir pendant des jours, des heures, avant de pouvoir rendre l'âme? Bon, ce qui est le cas de la dire d'ailleurs. Donc voilà, les deux peurs principales, les deux angoisses métaphysiques de l'être humain face à la mort, à partir du moment où on sait qu'il y a une vie après la mort physique, bon ben voilà, c'est ça, le changement. Il y a des gens qui aiment bien leur métro boulot dodo, qui sont rassurés, qui vont rester des années avec les mêmes amis, qui ont servi le même travail pendant des années, être en couple pendant 30 ou 40 ans, ou jusqu'à sa mort, etc. Bon voilà, c'est vrai que des gens comme ça, normalement, et je dis bien normalement, c'est pas une vérité absolue, on va dire qu'en règle générale, une personne qui est assez fidèle à l'emploi, le ceci, le cela, bon, c'est une personne qui aime un certain équilibre et surtout qui n'aime pas trop le changement. Bon. Donc déjà, la peur psychologique n'est pas le changement. Bon après, si la personne est une personne qui vit bien la souffrance purement physique ou physiologique, bon ben voilà, la seule peur que pourrait avoir un ésotériste, si ce n'est pas le côté changement, parce que bon il a vécu beaucoup de choses, ben, ça serait la peur de la douleur physique. Mais même qu'on a dépassé ça, et certains ésotéristes n'ont pas honte, moi le premier, de dire bon ben, mourir n'est rien, quitter son corps n'est rien, j'espère que je ne vais pas souffrir pendant 4 jours avant de mourir, voilà, parce que ça serait désagréable. Voilà, il y a des morts qui sont rapides, il y a des morts qui sont un peu lentes et qui sont douloureuses. Voilà. À part ça, et ça c'est très humain de ressentir cette peur, on va dire, c'est plutôt un souhait, hein, essayer de partir le plus vite possible, voilà, que la transition soit rapide. Mais sinon, à part ça, bon voilà. Donc si donc tu n'as pas peur, on va dire, du changement,
si ça ne t'effraie pas le changement, plus changement que ça, il n'y a pas, c'est un sacré changement. On est sur Terre dans un corps et d'un coup on se retrouve de l'autre côté sans un corps. Donc ça c'est un sacré changement de nature psychologique. Et si on n'a pas une grosse peur de la douleur physique, ben, il est tout à fait naturel d'accueillir ce changement définitif qui est la mort du corps, de quitter le corps, de l'accueillir avec une certaine, on va dire, quiétude mentale et physique, oui, ne pas en avoir peur, ça pourrait être naturel. Oui. Alors voici ma troisième question. On rêve tous et toutes les nuits. Mais pour quelle raison se souvient-on de certains rêves et pas d'autres? Ben, déjà, dans un premier temps, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, il y a deux manières de rêver. Il y a le rêve qui consiste, on va dire, à une décharge du subconscient, c'est-à-dire un vidage du subconscient. Comme on doit vider de temps en temps nos poubelles, ben là c'est une décharge. Cette décharge est consécutive au fait que le subconscient a emmagasiné des connaissances qui sont plus ou moins utiles, le sont jugées plus ou moins utiles du fait que le subconscient réalise qu'on ne s'en occupe pas et qu'on n'en a rien à foutre, pour parler français, ça ne nous a pas trop passionné, donc le subconscient régulièrement il vide ça, et ça crée des rêves qui n'ont ni queue ni tête la plupart du temps. Bon. Après il y a une deuxième sorte de rêve qui est la personne qui a perçu un événement, qui a eu l'intuition d'une chose, elle a appris quelque chose, ça l'a marqué, mais elle ne s'est pas sentie de le traiter immédiatement, donc elle l'a mis de côté pour plus tard. Donc le subconscient, là, on peut être sûr qu'il est vachement saisi, c'est pire que si on saisissait un huissier pour se faire payer. Le subconscient, il ne va pas lâcher le morceau, et régulièrement, il va nous sortir ses dossiers, il va dire, voilà, ça avait l'air de te passionner, qu'est-ce que tu en penses? Et tant qu'on ne traitera pas le dossier, tant qu'on ne traitera pas définitivement le sujet, qu'on ne dira pas, bon mais là, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, j'ai appris, j'ai pas appris, j'en ai rien à faire ou ça m'a marqué, tant qu'on n'aura pas honnêtement réalisé le message qui était dans l'événement, ou dans la prise de conscience, ben le subconscient va nous le ressortir. Donc ça fait ce que nous nommons les rêves récurrents. Bon, donc nous avons deux sortes de rêves, les rêves qui ne nous marquent pas parce que c'est un vidage de poubelle, on va dire, un vidage subconscient, à un moment donné il fait de la place sur le disque dur, on va dire. Et la deuxième sorte de rêve, c'est tous les sujets que nous n'avons pas eu le temps de traiter. Quand j'étais jeune, il m'est arrivé certaines choses, ben, je ne savais pas d'où ça me tombait, je n'étais pas au courant, j'étais trop jeune, trop innocent, trop inexpérimenté, donc j'ai mis de côté dans mon subconscient, et plus tard, en grandissant, mon subconscient m'a ressorti les dossiers, il a dit, bon, et là maintenant, tu es capable de traiter le sujet ou pas? Des fois c'était oui, des fois c'était non, des fois je réalisais, je dis tiens, je comprends pourquoi j'ai vécu ça dans mon enfance. Bon, à ce moment-là, le subconscient, il prend le dossier, il met un tampon, traité, et il le met sur le haut de l'étagère, là où il y a de la poussière qui s'accumule, parce qu'on ne reviendra pas sur ce genre de prise de conscience. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a des rêves qui nous marquent ou pas. Les rêves qui ne nous marquent pas égale vidage de poubelle de subconscient. Les rêves qui nous marquent égale les dossiers qui étaient en souffrance et qui nous ressortent d'une manière récurrente le subconscient, jusqu'à ce que nous ayons envie, ou le courage, des fois certains événements, de traiter le sujet, de dire oui, bon ben en effet, un tel ne m'aimait pas, bon ben voilà, ben, il est parti, ou alors, ah ben oui, j'ai eu ça, ben je mets mon mouchoir par-dessus, tant pis pour ma gueule, parce que j'ai fait le con. Voilà, c'est ça une prise de conscience, c'est ça quelque chose de sain, on reconnaît qu'on a fait une erreur, on reconnaît qu'on avait raison. De toute façon, toutes ces choses qu'on n'a pas envie de regarder en face, ben tôt ou tard, il faudra le traiter, sinon on rêve, on rêve, on rêve. Donc les gens qui oublient leurs rêves, en fait, c'est tout simplement des personnes qui ont un travail intime, intérieur qui est puissant, ils le font souvent dans la journée, ils n'ont pas besoin de rêver, ils n'ont pas besoin de dormir, ils traitent les dossiers en souffrance et du coup ils n'ont pas besoin de rêver, ou du moins ils n'ont pas besoin, parce qu'on rêve des fois jusqu'à 7 fois par nuit, ben, ils n'ont pas besoin de revenir sur ces rêves parce qu'ils ont bossé sur eux et ils n'ont aucun dossier en attente ou en souffrance. Voilà. Alors voici ma quatrième et dernière question. Quand je rêve, donc c'est plutôt personnel, quand je rêve, il m'arrive de rentrer dans mon rêve tout en le survolant et d'y être un acteur actif. Comment cela se fait-il? Oui, il y a plusieurs sortes de rêves, c'est vrai, dont certains rêves qui peuvent être des rêves éveillés, comme on dit, dans lesquels nous avons une certaine influence, une certaine guidance sur le rêve, des rêves où nous sommes plus ou moins conscients de rêver, on va dire. Voilà. Bon. Comment se fait-il qu'on puisse être acteur conscient dans un rêve? Ben justement, tout dépend de la profondeur du rêve. Si par exemple je suis profondément dans le rêve, mais que je rêve d'un sujet qui m'a déjà travaillé, on va dire. Donc comme ça m'a travaillé, j'ai pris conscience de certaines choses.
Le rêve est symbolique la plupart du temps, hein, sauf quand c'est un vidage de subconscient, la plupart du temps est symbolique. Autrement dit, il va dans le même sens que, hein, de symboléine, qui veut dire aller dans le même sens que. Donc nous avons une vie, nous avons une mission à accomplir sur Terre, donc si nous arrivent des événements qui vont dans le même sens que ce que nous devons vivre, ou de ce que nous devons comprendre, ils sont donc dits symboliques. Donc quand nous faisons des rêves qui sont symboliques, qui vont dans le même sens où nous désirons aller nous-mêmes, hein, dans le même sens que nos intérêts, etc., à ce moment-là, on peut avoir l'impression qu'on a une action directe sur le rêve, qu'on n'est plus un simple spectateur, mais un acteur direct sur le rêve. C'est évident parce qu'on a déjà médité dessus, on a déjà eu des prises de conscience, et là, qu'est-ce qu'il arrive? On refait un rêve qui est censé nous rappeler que nous avions commencé à comprendre, mais que nous n'avons pas terminé, nous n'avons pas clôturé le sujet. Hein. C'est un dossier qui est en souffrance, il est passé une première fois, bon, ben, il passe en appel, on va dire, hein, comme pour le travail des avocats. Donc il y a eu un premier passage devant le juge, on n'a pas réussi à s'entendre, donc voilà, on va en appel et on repasse devant un autre juge, une nouvelle commission, etc. Mais là c'est pareil. Pourquoi nous pouvons être actifs dans nos rêves? Parce que nous avons déjà commencé à bosser sur ce qui symbolise, non pas le contenu formel, mais ce qui symbolise en fin de compte. Et du coup, ben, on va dire qu'on bénéficie automatiquement de l'acquis, de ce qu'on a déjà fait, du travail qui a été déjà fait sur soi, ou par rapport aux autres, etc., par rapport à la vie. Donc, ben, du coup, la partie où nous avons déjà bossé nous autorise à être actifs dans le rêve. Et la partie que nous subissons du rêve, c'est la partie qui nous reste encore à conscientiser, à intellectualiser, etc. Voilà.